Bienvenue pour la seconde partie d'Ici l'Europe. Une Europe ébranlée par la question migratoire qui crée une crise politique jusqu'en Allemagne. La chancelière conservatrice est défiée par son parti frère, le CSU. Et nous recevons aujourd'hui un membre de ce CSU et un Allemand également, Manfred Weber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi le chef de file ici, dans l'hémicycle européen du Parti populaire européen. Et si vous le voulez bien, on va commencer par votre parti, votre pays d'origine, l'Allemagne. Pourquoi est-ce que, brusquement, votre ministre de l'Intérieur, un certain Horst Seehofer, s'est mis à défier la chancelière, en effet, a déclenché un ultimatum contre Angela Merkel de 2 semaines, menaçant de renvoyer tous les migrants qui étaient enregistrés dans un autre pays? Tout d'abord, ce n'est pas un défi, car nous avons un plan de 63 points sur la table en Allemagne. Car il y a un débat interne pour savoir comment, en Allemagne, nous allons répondre aux flux migratoires. Et sur ces 63 points, 62 sont finalisés, donc il y a un consensus global. Mais il y a un point essentiel, et vous l'avez mentionné, c'est de renvoyer, de reconduire automatiquement à la frontière, entre l'Autriche et l'Allemagne, les migrants qui arrivent par cette voie, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà été enregistrées dans un autre pays d'arrivée. Même la France en est d'accord, quand une procédure de demande d'asile est ouverte en France, le migrant doit finaliser et clore son dossier en France. Le demandeur d'asile ne peut pas aller en Allemagne en même temps. Donc je pense qu'il y a des chances de trouver un compromis et c'est ce dont nous avons besoin dans les jours qui viennent. Un renforcement du fameux règlement de Dublin qui est très critiqué, justement de rejeter encore le problème vers les pays d'arrivée comme l'Italie et peut-être un peu la Grèce. Et ça, on n'attendait pas ça forcément de la chancelière. Exactement, c'est ce qui est proposé en Allemagne. Et c'est ce que dit le droit d'asile européen. Le règlement Dublin fait partie de ce droit. Mais nous voyons tous, et nous savons tous, que ce système ne fonctionne plus. Les flux migratoires venant du continent africain sont trop intenses pour que le système actuel puisse y faire face efficacement. Les pays comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce se sentent seuls dans l'Union européenne car ce sont eux qui portent le fardeau du système. Cela montre l'urgence qu'il y a à développer des solutions et à s'accorder. Depuis 2015 et la vague migratoire qui est passée par la route des Balkans, nous n'avons toujours pas trouvé de solution. Il est temps de tourner la page, de trouver des solutions au niveau européen, sinon l'Union européenne se retrouvera sous une pression insoutenable. Mais alors, on a l'impression quand même que ça s'est fait sous la pression, on le disait, de ce parti frère, la CSU, qui a des élections en Bavière le 14 octobre prochain, qui est en train de déterminer un infléchissement de la politique très rapide. Mais la pression des électeurs est constante pour les hommes politiques. Ils doivent défendre ce qu'ils font à leurs yeux. Mais ce dont on parle ici, et ce qu'Angela Merkel essaye de faire en Allemagne, c'est trouver une solution commune pour répondre aux migrations. C'est un problème qui n'a pas encore de réponse, ni en France, ni en Espagne, ni en Italie. C'est un problème européen dont les deux partis frères, CDU et CSU, sont clairement convaincus qu'une solution européenne doit être la priorité et c'est ce que nous voulons réussir. Vous avez l'espoir que cette coalition, qui est faite de partenaires aussi différents que la CSU, le SPD et puis la CDU au milieu, elle va tenir jusqu'à la fin de son mandat? À l'heure où nous parlons, la situation est critique en Allemagne. Les discussions sont tendues. Je ne veux pas dire que ce sera facile, mais il est certainement possible de résoudre nos problèmes au niveau national. Et tout cela est lié à l'Europe. Donc ce n'est pas seulement une question de politique interne, c'est une question européenne. Encore une fois, nous devons réussir à trouver une solution au niveau européen. Sinon, tout cela finira dans le désordre le plus total. L'espace Schengen risque de s'effondrer, ce qui serait un désastre pour nous tous. Et je serai très clair, trouver une solution n'est pas si difficile. Ce que nous devons faire, c'est mettre un terme au business des passeurs, probablement en passant des accords avec la Turquie et certains pays d'Afrique du Nord. La deuxième chose que nous devons faire, c'est accorder et garantir de la solidarité à l'intérieur de l'Union européenne. Il ne peut pas y avoir de pays comme la République tchèque, la Hongrie ou la Pologne disant « je m'en fiche, ce n'est pas mon problème ». Tout le monde doit participer. Troisième chose, nous avons besoin d'un plan Marshall pour l'Afrique. Alors, précisément, vous venez de parler d'un point important, c'est-à-dire les fameux centres régionaux, que pour trier les réfugiés, les distinguer donc des migrants économiques. Alors les trier, on le fait déjà en Turquie, vous l'avez mentionné. En Libye, on voudrait peut-être certains ajouter la Tunisie et l'Albanie, qui sont des pays qui n'ont pas les mêmes critères en matière de droits de l'homme que nous. On le sait pour la plupart, et qui ne peuvent pas en tout cas faire respecter les mêmes finalement critères. Est-ce que c'est acceptable pour les citoyens européens?
Je suis d'accord avec ce que propose Donald Tusk, c'est-à-dire de mettre en place des centres d'accueil des migrants en Afrique du Nord et dans les pays avoisinant les régions qui sont en guerre, comme en Syrie. Parce que si nous ne le faisons pas, ces gens se tourneront vers les trafiquants et risqueront leur vie en Méditerranée. C'est l'alternative. C'est ce que nous constatons tous les jours dans nos journaux ou la télévision. C'est pour cela que la seule alternative crédible est d'avoir des centres de traitement organisés par l'Union européenne, et c'est déjà le cas dans le nord de l'Afrique où les gens peuvent demander l'asile, demander le statut de réfugié dans l'UE. Parmi ceux qui empruntent cette route qui passe par la Méditerranée, l'agence Frontex nous dit que plus de 80% des personnes ne sont pas des réfugiés mais des migrants illégaux. Ils veulent une vie meilleure, c'est compréhensible, mais ce n'est pas un critère valable pour franchir une frontière. C'est pour cela qu'il faut être clair, nous renverrons tous ceux qui ne sont pas réfugiés ou qui ne sont pas éligibles à l'asile. Alors, vous avez mentionné aussi l'absence de solidarité des pays de l'Est de l'Europe. C'est particulièrement vrai en Hongrie où depuis mercredi, ils viennent de voter une loi qui va criminaliser les ONG qui aident les migrants, une loi qui aussi veut interdire les quotas obligatoires de réfugiés. On regarde tout de suite pourquoi. C'était une promesse de campagne de Viktor Orban. C'est désormais chose faite. La justice hongroise peut criminaliser l'aide des ONG envers les migrants. Le projet, porté par le parti du Premier ministre national conservateur, a obtenu 159 voix pour et 5 contre. Désormais, toute personne qui porte assistance à un migrant entré illégalement en Hongrie depuis un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen risque une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison. L'État peut également interdire à un suspect de se rendre dans un rayon de 8 km autour de la frontière hongroise. Cette loi suit la tendance actuelle, qui est de retirer leurs droits aux citoyens et de renforcer les pouvoirs du gouvernement. En Hongrie, le régime est de plus en plus autoritaire. Depuis juin 2017, les ONG hongroises sont obligées de déclarer si elles reçoivent ou non des financements de l'étranger, une mention qui doit figurer sur tous leurs documents officiels. Budapest, qui a fait dresser une clôture le long de ses frontières avec la Serbie et la Croatie en 2015, continue de refuser les quotas de réfugiés voulus par Bruxelles. Le gouvernement hongrois envisagerait même la mise en place d'une taxe spéciale migrants. Alors, Viktor Orban, c'est un peu une épine dans votre pied quand même. Il est en train de faire la politique qu'il veut et que vous lui avez d'ailleurs déconseillé au sein du même parti puisque vous êtes le chef du PPE et qu'il fait partie de votre parti. Quand un État membre va à l'encontre du droit européen, c'est la Commission qui doit agir. Il y a une procédure faite pour ça, qui s'appelle le recours en manquement. En ce qui concerne la Hongrie, 2 scénarios sont possibles. On peut demander à Viktor Orban de respecter ce que la Commission demande à son pays. C'est ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et c'est d'ailleurs la différence entre la Hongrie et la Pologne. En ce qui concerne la Pologne, on a d'autres problèmes sur la table, des problèmes encore plus graves. En ce qui concerne la migration, il y a un élément important et sur lequel je suis d'accord avec Viktor Orban. C'est qu'il faut être franc et clair quand on parle de contrôle aux frontières. Il y a des gens qui n'aiment pas les clôtures érigées en Hongrie. Je les comprends, je n'aime pas ça non plus. Mais si, comme en 2015, des centaines et même des centaines de milliers de personnes arrivent chaque jour, il faut des moyens pour contrôler une arrivée massive, pour vérifier qui sont ces gens, d'où ils viennent, s'ils ont un casier judiciaire. On doit vérifier tout cela. On doit garantir aux citoyens de l'Union européenne qu'on sait qui pénètre en Europe et s'y trouve. C'est ce qu'on doit garantir. Et ceux qui protègent nos frontières, à Ceuta Melilla en Espagne, par exemple, sur les îles grecques ou aux frontières hongroises, ceux qui protègent nos frontières extérieures doivent recevoir tout le soutien possible. Du coup, cette loi passe très très mal quand même, y compris auprès de vos troupes du PPE, le parti néerlandais qui fait partie, qui est chez vous, donc demande l'exclusion de Viktor Orban du PPE. Et c'est vrai que c'est compliqué pour vous, puisqu'il y a des élections européennes en 2019. C'est quand même ces troupes hongroises qui font de vous le plus gros parti au Parlement. Au PPE, nous sommes d'accord. Il y a des lignes rouges. Nous avons une base de valeurs claires que tout le monde doit respecter. Mais pour juger un État, je ne pense pas qu'on doive se baser sur les partis politiques comme le PPE, mais sur les jugements des instances judiciaires comme la Cour de justice de l'Union européenne.
Idem pour dire si oui ou non un État respecte l'État de droit. Ce que je veux dire, c'est que nous avons déjà énormément de pression venant de l'extérieur, que ce soit venant de Trump, de Chine, de Poutine, qui fait même carrément la guerre contre nous. Alors les Européens doivent se serrer les coudes. C'est pour cela que mon groupe politique se veut un pont entre l'Europe de l'Est avec le reste de l'Europe. Je veux souligner, une fois encore, que je désapprouve beaucoup des messages envoyés par la Hongrie, autant personnellement que pour mon groupe. Mais je dois respecter une chose. Nous devons discuter tous ensemble et trouver des terrains d'entente. Alors ne lançons pas des jugements sur les bons et les mauvais Européens. Toutes les positions sont acceptées, mais le principe, c'est de s'asseoir ensemble et de trouver des compromis. Alors, on tourne la page et on passe à l'autre grand sujet du prochain sommet européen du 28 et 29 juin, c'est-à-dire la réforme de la zone euro qui tient évidemment beaucoup à cœur d'Emmanuel Macron. Un budget de la zone euro, enfin, l'Allemagne a signé pour. Enfin, on a compris que c'était un tout petit budget, puis qu'en plus, il ne couvrait pas tous les risques pour cette zone euro. Absolument, je pense qu'on avance. On doit garder à l'esprit qu'on a réussi à surmonter la crise de l'euro ces 10 dernières années. On a beaucoup parlé de la Grèce, du Portugal, de la crise de l'euro. Aujourd'hui, on a un taux de croissance positif, 2,5%, et 10 millions d'emplois ont été créés en Europe. Donc l'Europe est de retour sur le plan économique. Maintenant, nous devons surfer sur la vague pour stabiliser l'euro durablement. C'est pour cela que les 2 points d'accord entre Angela Merkel et Emmanuel Macron sont positifs. Le premier, c'est l'investissement. Nous en avons besoin. Le deuxième, c'est la réforme de l'ESM, notre mécanisme de stabilité. Nous avons besoin de le sauvegarder et pour nous mettre en sécurité en cas de crise à l'avenir, mettre en sécurité notre secteur bancaire et notre secteur financier. Ces 2 éléments sont donc très bien reçus et c'est une bonne chose. Parce que là encore, nous en avons discuté au niveau du Conseil des multiples fois, en ne faisant que repousser. Et aujourd'hui, je pense que même les plus sceptiques, comme le Premier ministre hollandais, Mark Rutte, peuvent contribuer à ce débat, mais encore une fois, sur la base de ce qui a été agréé et qui existe. Merci Manfred Weber d'avoir été notre invité. Et nous partons tout de suite en direction de Paris pour faire le point sur les fameuses consultations citoyennes, les dialogues auxquels vous pouvez participer, là où vous pouvez dialoguer. Des éléments de réponse tout de suite avec le site Toute l'Europe qui combine toutes ces consultations. Et dans Ici l'Europe, pour finir, on vous donne des nouvelles de l'Europe à laquelle vous pouvez participer, dialoguer, aller au-devant des fameuses consultations citoyennes qui sont proposées au mois de juin, au mois de juillet, tout l'été, un peu partout en France. Et pour nous en parler aujourd'hui, d'ailleurs, Christophe Préau, bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur de la rédaction du site web Toute l'Europe qui héberge les fameuses consultations citoyennes. On peut tout en savoir grâce à vous. Oui, tout savoir, j'espère. Donc nous produisons du contenu sur l'actualité européenne, spécialisé sur l'Europe. Et évidemment, on est le site référent sur les consultations citoyennes. Donc les consultations citoyennes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des débats organisés dans toute la France pour que la société civile s'empare du débat justement européen. Depuis le lancement de ces consultations citoyennes, le 17 avril à Épinal par le président Macron, 300 débats ont été labellisés. Avec une belle carte d'ailleurs, pour les retrouver. Justement sur notre site où nous on donne l'actualité des consultations citoyennes à travers les thématiques, pour rendre compte justement du débat et de voir qu'effectivement, regardez, si vous voyez les cartes, il y a du monde qui participe et qui débat. Et puis on a une carte interactive sur laquelle effectivement sont répertoriés tous les débats. Donc là, l'internaute peut aller voir s'il veut passer une soirée, organiser sa soirée en parlant d'Europe avec d'autres amis. Pas question de louper la mienne en tout cas. Non, la mienne, c'est donc à Marseille, entre 2 trublions, Daniel Cohn-Bendit, le vert, rallié à Macron, vous le savez bien, et puis Katrougalos, c'est un ministre de l'Europe qui est lui Syriza, et ça promet des débats. Oui, tout à fait. Donc c'est au MUSEM. Donc si on fait un petit planning, on vous a sélectionné 4-5 consultations citoyennes. Donc celle-ci que vous allez animer, Caroline, est le 29 juin donc, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. 18h30. À 18h30, où là on attend un maximum de monde pour parler d'Europe, l'Europe d'aujourd'hui et quelle Europe vous voulez demain. Donc si on avance aussi un peu dans le temps, alors il y a beaucoup de consultations organisées en France, aussi certaines organisées à l'étranger, par la communauté française, pour les Français de l'étranger. Donc la prochaine, sur le planning, a lieu le 1er juillet
à Londres, organisée par Alexandre Holroyd, qui est le député des Français de l'étranger. Il faut savoir qu'il y en a déjà eu aussi une à Shanghai, par exemple, il y en a eu une aussi à Montréal. Et la suite du programme de juillet, c'est assez amusant, parce qu'il y a du très sérieux, du beaucoup moins sérieux, enfin il y en a pour tous les goûts. Il y a du très sérieux, comme par exemple à Pontarlier, organisé par les CCI du Doubs. On va parler des relations bilatérales et économiques entre les sociétés du Doubs et la Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE, mais des accords évidemment commerciaux existent. Il y a aussi une consultation à Dijon, alors là, qui est un peu rigolote, puisque c'est une comédie autour de l'Europe. C'est c'est celle que je vois là, l'Europe à la barre, hein, voilà, c'est ça. C'est l'Europe à la barre, avec un procès théâtralisé de la compagnie Les Têtes de l'Art, où là, des comédiens professionnels s'emparent des sujets européens, où l'Europe est un petit peu galvaudée, et les citoyens peuvent discuter avec les comédiens. On a aussi une autre consultation citoyenne très intéressante, je trouve, qui a lieu à Chevigné, en Ille-et-Vilaine, où là, la commune, à l'occasion d'une réunion des villes jumelées, fait une consultation citoyenne avec la ville jumelée en Italie de Mergo et la ville de Malte, de Xagra, où là, Maltais, Italiens et Français parleront de l'Europe et de citoyenneté européenne avec les habitants de la commune. Et on finit en août en beauté et en vélo. Alors moi j'ai le mien, mais où est-ce que je dois le mettre, mon vélo bleu ? Caroline, l'Europe c'est sportif, hein, vous savez. Donc là, à l'initiative des jeunes Européens, en fait, une quinzaine de jeunes bénévoles vont prendre leur vélo de Nantes à La Chapelle-sur-Loire, jusqu'en Indre-et-Loire, près de Tours, donc, et vont parler d'Europe et interpelleront les passants. Et ceux qui voudront bien parler d'Europe avec eux et soumettre leurs propositions seront les bienvenus à vélo ou à pied. Et en roue libre. Merci à vous de nous avoir présenté ces mois d'été, mais vous revenez à la rentrée, bien sûr, nous refaire un brief, parce que ça continue, évidemment, à la rentrée sur ces consultations citoyennes. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission. Vous restez, bien sûr, sur France 24 pour plus d'informations. Événement. Dimanche, les Turcs sont appelés aux urnes pour une élection présidentielle et des législatives anticipées. Le président Erdogan renforcera-t-il son pouvoir ou sera-t-il mis en difficulté? Suivez en direct ce double scrutin crucial pour la Turquie sur France 24 et france24.com. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. Tenez Michel, c'est pour vous. Merci. Cher conseiller, je quitte Paris, je déménage. J'imagine qu'il est temps de se dire au revoir maintenant. Mais pas du tout. Pour votre déménagement, je vais m'occuper de tout, ça va être très simple. Et on pourra en profiter pour voir comment vous faire des économies d'énergie. Ou si vous le désirez, choisir nos offres verre électrique. Bah alors le mieux c'est que je vous appelle, non? Oui, au 3004. Tous nos conseillers sont en France. Eh ben super, ça simplifie tout. J'ai pas compris. Non, je disais c'est simple comme ça. Écrivez plus gros, je vous entends pas. Ça va Michel? Oui. Monsieur Judor. C'est en profitant de la vie qu'on use sa voiture. Chez Midas, nous prenons soin de chaque véhicule et de son conducteur. Et avec Midas, votre révision est 25% moins chère en moyenne que chez votre constructeur. Midas, pour vous, on se dépasse. En juillet 2016, un coup d'État manqué contre Erdogan en Turquie oblige de nombreux opposants politiques à fuir le pays. Depuis, beaucoup ont trouvé refuge en Allemagne, mais la peur est toujours là. Car la Turquie utilise tous les moyens pour pouvoir les juger et condamner, des moyens légaux par le biais d'Interpol dont elle est membre, et d'autres qui le sont beaucoup moins. À l'aube de nouvelles élections présidentielles et législatives, comment ces hommes arrivent-ils à montrer leur opposition au gouvernement d'Erdogan et à garder leur liberté de parole? Turquie, la traque des opposants,
À suivre dans Reporter sur France 24 et France24.com.